Alors vous êtes venu avec quelques craies. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces craies sur ce trottoir au-dessus des voies ferrées? Ouais, j'aime bien du coup forcément la résonance avec les lignes de voie ferrée, forcément. Donc là, dans mon idée, si je vais faire une photo, si je vais faire mes lignes, je les calerai ici pour qu'on puisse les voir avoir la perspective des lignes qui s'en vont avec le train qui s'en va et imaginer où les lignes iraient si justement c'était des lignes de chemin de fer. Il y a des trottoirs que je préfère à d'autres. Et je dis souvent, je suis peut-être celui qui caresse le plus Paris. Je suis le Parisien qui caresse le plus Paris. J'ai toujours à toucher. Faut pas qu'il y ait trop de cailloux non plus. Quand il est trop neuf, ça glisse. Et là, pour moi, c'est vraiment c'est parfait. C'est légèrement, c'est un peu rugueux. Ça, c'est les sols que je préfère. Souvent, je me place comme ça. Et je vais tirer la ligne. Et c'est ici où elle part vers la fin. Et ça, c'est un truc que j'aimais beaucoup, non, avec le son. Ça, moi, je l'entendais quand je travaillais dans le métro, même quand je travaillais en extérieur. C'est cette fin de ligne où la ligne prend de la vitesse. Je prends de la vitesse. Lui, c'est Jordan Saget. Il dessine à la craie des lignes entrelacées qui vont par 2 ou 3 sur les murs et les trottoirs de Paris. C'est en ça que je dis qu'elles sont vivantes, parce que là, on aurait pu s'arrêter là, mais là, hop, il y a une partie qui pousse, un peu comme une plante. Hein. Voilà, ça y est. Non, mon pote, tu arrêtes de saloper les trottoirs, les murs. Bonjour. Oui, bonjour. Non, mais c'est bon, Vous quoi. avez déjà vu Non, ça mais tu trouves pas. Non, mais ça, j'ai pas vu. Mais ça, je m'en fous de le voir. J'en vois assez. D'accord? J'en vois assez. Des merdes, j'en vois assez. C'est de l'art, c'est de la merde. Une histoire du trait, 4e épisode, dessiner des lignes. Arrête de barbouiller. Arrêtez de barbouiller. Arrêtez de faire chier les gens, la population, des gens normaux, qui veulent vivre normalement, d'accord? Il y en a marre de ces gribouillages. Partout, d'accord? Ici, il y a un gribouillage, c'est une merde. Là, il y a un gribouillage, c'est une merde. Mais il y en a dans tout le quartier, ici. Tu te démerdes, tu te loues, tu te prends un squat, un truc, un hangar, je sais pas, tu veux t'amuser, tu t'amuses. Mais ici, non. Parce que c'est dégueulasse, parce que ça pourrit l'atmosphère, parce que ça pourrit l'ambiance. Le plaisir secret que donne une chanson. Dessin à la craie sur un mur de tesson. Francesca Alberti est historienne de l'art. Elle est responsable du département d'histoire de l'art de la Villa Médicis et en 2022 y était une des commissaires d'une exposition consacrée à l'usage du gribouillage par les artistes de la Renaissance à aujourd'hui, en passant par l'art pariétal et le graffiti. Pourquoi vous avez appelé cette exposition gribouillage et qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de l'histoire de ce mot-là? Alors c'est un terme un peu, en italien on dit scarabocchio et en anglais scribble, avec cette idée que le mot scribble n'est pas complet, on utilise aussi un deuxième, c'est dit doodle. Alors c'est un terme qui renvoie à différents liens avec des pratiques qui sont en dehors de la sphère artistique. Et tout d'abord au lien qu'il y a entre dessin et écriture. L'étymologie du verbe gribouiller, en tout cas par exemple dans la langue anglaise, scribble, renvoie au mot latin conscribillare. Et conscribillare, c'est cette façon de griffonner, en fait de écrire rapidement ou de dessiner rapidement, donc cette manière hâtive de rendre une écriture ou un dessin illisible. En italien, le mot scarabocchio, c'est un mot qui arrive assez tardivement. On le retrouve à partir du XVIIe siècle. Avant, le terme qu'on utilisait pour parler d'un scarabocchio, donc d'un gribouillage, était le verbe schiccherare. Et schiccherare, ça renvoie à quelque chose d'organique, c'est-à-dire ça renvoie un peu à l'idée de déjection. Par exemple, on dit que les escargots, avec leur bave, schiccherano, ils laissent leurs traces et donc ils barbouillent les murs. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'idée de gribouillage qui renvoie au borborigme, donc quelque chose de l'ordre de gargument de l'intestin.
Et puis toujours dans ce terme en fait de scarabocchio, il y a aussi l'idée de scarabée. Alors scarabée, on se demande pourquoi le scarabée, mais parce que ça renvoie à l'idée d'une tâche que l'on fait avec l'encre en dessinant ou en écrivant rapidement, et souvent cette tâche ressemble à un scarabée. Et puis il y a cette idée de mauvais dessin. On considère comme étant un gribouillage ou un scarabocchio quelque chose qui est mal dessiné. Et quand on sait que les saloperies amènent des saloperies, ça suffit. C'est pour ça que je traverse d'ailleurs, parce qu'il y en a marre. Au bout d'un moment, il y en a marre d'assister à ce massacre. Des gars comme toi, ils massacrent Paris. Tu comprends ? Ils embellissent pas, ils massacrent. Monsieur, vous parlez de détérioration, etc. et d'agression. Vous êtes venu me voir. Oui, non, mais bien sûr. Mais vous ne connaissez pas mon travail, parce que monsieur. justement, parce qu'on est excédé. Regardez ce que c'est, ça. Oui, non, mais c'est une craie, d'accord, qui est effaçable. Non, mais après la craie. Non, mais après la craie, c'est quoi ? D'accord ? Non, mais c'est ça que la question pour moi. La craie, c'est bon. Un coup de flotte, c'est bon. D'accord ? Mais après, la peinture, c'est quoi ? La peinture, c'est des mois de voir, si vous voulez, des gens barbouiller les trottoirs, de barbouiller les murs. C'est un rond nerveux. Et pourtant, quel plaisir de se laisser emporter par l'appel de la craie et d'un beau morceau de mur, ou par celui du feutre sur un cahier tout neuf. On laisse la main aller au hasard, on attend un miracle, qu'une forme émerge, ou bien on laisse vagabonder sa pensée en faisant des rosaces, des briques ou des petites cellules globuleuses. Mais surtout, on trace des lignes, des boucles, des vagues, des rayures, des quadrillages et des gribouillages. Et on finit par se dire que tout est ligne et que ce serait intéressant de savoir ce que les artistes, les anthropologues ou les historiens de l'art ont à en dire de ces lignes. Il y avait une très jolie phrase de Goya qui parle du trait et de la couleur. Il dit que ça n'existe pas. Le peintre Gérard Fromanger sur France Inter en 1999. Il n'y a pas de trait dans la nature, il n'y a pas de ligne dans la nature. Nulle part sur votre visage ou dans cette salle ou autour des... Il n'y a pas de ligne. Et il n'y a pas de couleur non plus, il dit. Il y a de la lumière et de la nuit. Il y a du jour et de la nuit. Le problème avec les lignes, c'est que quand on commence à y prêter attention, on voit qu'elles sont partout. Donc si je regarde par la fenêtre ici, je vois des bambous avec des tiges qui sont comme des lignes très nettes. Et je vois que nous sommes assis ici dans un petit foyer où il y a des lignes tissées dans le tapis qui est sur le sol et aussi dans le tissu des fauteuils sur lesquels nous sommes assis. Lui, c'est Tim Ingold. C'est un anthropologue britannique qui s'est intéressé, entre mille autres choses, à la ligne et à ce qu'elle dit de nous, de notre société et de notre environnement. Au départ, son terrain de recherche était en Finlande, auprès des Samis. Je peux regarder là-bas et voir des lignes rectangulaires très droites dans le dallage en pierre du couloir où nous sommes assis. Et au mur, il y a un tableau dont je ne sais rien de l'auteur, mais je vois qu'il est rempli de lignes peintes. Derrière le mur, auquel sont fixées des lampes, derrière le mur, on ne les voit pas, mais il y a des fils électriques. Encore des lignes, donc les lignes sont partout. Et dans votre livre, vous parlez, en tout cas à un moment, on croise ce terme d'anthropologie de la ligne. Est-ce que vous nous expliquez ce que ça peut vouloir dire, cette anthropologie de la ligne ? C'est de l'anthropologie, je suppose, parce que je suis anthropologue. L'anthropologie est une manière d'étudier les conditions et les possibilités de la vie humaine. Et ce que j'avais découvert, c'est une façon de penser un être vivant non comme une entité autonome, mais en fait comme un chemin de déplacement à travers le monde. Donc cela s'applique aussi aux êtres humains et nous devons penser à l'être humain comme à une ligne de vie, une trajectoire de vie. Les Inuits disent que dès qu'une personne bouge, elle devient une ligne parce qu'elle laisse une piste dans la neige. Et en croisant ces pistes, nous rencontrons d'autres personnes. Et donc, l'anthropologie de la ligne est une anthropologie qui affirme que la vie se vit, non pas en des points ou dans des lieux fixes, mais le long de lignes. Et pour comprendre les relations sociales, on doit comprendre les relations entre ces lignes.
Mais tout est trace. Le peintre Pierre Talcoat en 1978 sur France Culture. Mais aussi, je suis particulièrement touché par ce qu'est la trace des travaux qui furent, par exemple, trace d'un charroi, d'une charrue. Et finalement, un vol n'est qu'une trace non plus. Un vol d'oiseau. Vous ne percevez le vol, vous ne percevez plus l'oiseau. Quand est l'oiseau, quand est le vol, quand est la trace? Au fond, la trace, c'est ce qui met dans l'interrogation, consciente ou inconsciente. Donc, qui vous fait? Vous êtes par l'interrogation, par la trace. Comme on voulait comprendre ce que ça fait de cohabiter avec les lignes de façon intime et quotidienne, on est allé à Nancy pour rencontrer le dessinateur Jochen Gerner. Il fait du dessin de presse et de la bande dessinée. Il fait aussi des recherches plus abstraites qu'on peut voir dans des galeries ou des beaux livres. Et il tient depuis quelque temps un journal de choses vues. Oui, c'est le rapport, le rapport au trait, à la ligne. Et justement, on pense que c'est quelque chose de très sec, de très rude, qui va pas très loin. C'est-à-dire, on en a vite fait le tour. Et puis, en fait, ça permet de développer énormément de choses, de représenter beaucoup d'impressions, de phénomènes de pensée, d'humeur. Et souvent dans ma vie personnelle ou quand je dessine pas, je vois des choses qui vont se connecter avec mon propre travail. Et donc c'est le lien que je peux faire entre finalement le vol d'un petit insecte autour d'une plante et la manière dont les animaux se bougent autour d'eux. La lumière ou la vitesse d'une voiture ou la fumée qu'elle dégage sur la route qui me fait penser à un détail vu dans une bande dessinée. J'essaie de faire des relations comme ça entre des choses. Alors dans vos dessins, Jochen Gerner, il y a beaucoup de traits, de petites hachures, de lignes, de quadrillages. Quel rapport vous avez justement avec la ligne ? La ligne, c'est 2 points en fait. C'est pas un point, c'est tout. C'est deux. Enfin, un trait, c'est tout, quoi. C'est-à-dire que finalement, c'est mettre 2 choses en rapport. Donc c'est le début de la communication. Donc mon rapport au trait, après, il est multiple. C'est-à-dire que je l'ai comme ligne souple, ligne fine, et puis généralement, c'est des dessins assez petits pour moi. Mais parfois, je les entrecroise, je les juxtapose pour créer des sortes de matières, de textures, de fibres. Donc, c'est des accumulations de traits qui font la chose. Ou alors, quand je travaille en aplat, c'est vraiment le contour qui est important, quoi. It's impossible to classify. C'est impossible de classer les lignes, mais j'ai été obligée de les classer un peu, juste pour introduire un peu d'ordre dans mon enquête. Du coup, la première distinction que j'ai faite, c'est entre les traces et les fils. Donc, il y a une sorte de ligne qui est la trace d'un mouvement, comme lorsque vous tracez une ligne avec un crayon sur une feuille de papier. Et il y a une autre sorte de ligne qui est un fil, comme dans le tissage par exemple. Et là, il ne s'agit pas d'une trace, mais d'un véritable brin. Mais après, la question intéressante, c'est quelle est la relation entre ces 2 sortes de lignes? Et il y a encore une autre distinction importante entre le type de ligne qui grandit, se tortille et se courbe, et celle qu'on définit comme un lien entre des points fixes, c'est-à-dire celle qu'on considère généralement comme la ligne droite. L'essentiel de mon propos, c'est de dire que dans notre monde moderne, on a tendance à supposer, quand on parle de ligne, qu'on parle de la ligne droite. Mais ce n'est pas la seule sorte de ligne.
Toujours sur la piste des lignes, on a voulu aller voir du côté de ceux qui ont théorisé la ligne. Et c'est l'historienne de l'art Anne Montfort, qui est conservatrice au cabinet des dessins du Centre Georges Pompidou, qui a feuilleté avec nous le livre que Vassili Kandinsky a écrit en 1926 pour servir de base au cours qu'il donnait à l'école du Bauhaus et qui s'appelle « Points et lignes sur plan ». Il a toujours eu cette façon de travailler que je trouve assez passionnante chez Kandinsky, c'est-à-dire que dans la période du Bauhaus, il y a Point et ligne sur plan, qui est un livre aussi assez fondamental finalement, parce qu'il explicite sa façon de penser la ligne. Et la ligne est pensée comme quelque chose de dynamique. La ligne n'est toujours qu'un point en mouvement finalement chez Kandinsky. Et l'idée de la dynamique et du rythme est quelque chose qui est essentiel à cette époque-là dans la constitution même de ses œuvres. Alors, dans son livre, puisque je l'ai juste là, par exemple, si je prends la figure 46, tout le monde pourra retrouver la figure 46 de point et ligne sur plan. Qui est une ligne courbe. C'est une ligne ondulante, qui est une ligne ondulante verticale, où vous avez le dynamisme de la ligne est souligné par des pointillés. Il va montrer qu'une ligne, suivant qu'une ligne, alors figure 47, vous avez 2 lignes courbes. Suivant en fait l'épaisseur de cette ligne courbe, vous avez une idée de dynamisme et de mouvement qui est différente. Alors là, vous avez une autre image qui est une image qui s'appelle schéma graphique du saut. Il est passionné à ce moment-là par la danse et par la manière dont le corps humain peut dessiner des lignes dans l'espace. Et il fait un schéma d'une danseuse. Et ce schéma, en fait, qui ne représente plus du tout la danseuse, puisque vous avez uniquement des courbes et des contre-courbes, donne cette idée de l'élan du saut. C'est un livre, en fait, où il essaye, par différents schémas, de montrer toute une grammaire qui permet de retranscrire l'ensemble de ces émotions qui sont liées au son, au mouvement, à l'espace. Il veut prouver qu'avec juste la ligne et le point, on peut exprimer le monde. Mais parce que c'est l'établissement aussi d'un monde nouveau. Le terme clé ici, je pense, c'est le geste. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on fait des gestes avec son corps, ses mains ou ses pieds, en fonction de la partie du corps que nous utilisons. Et ce geste lui-même, ce mouvement, crée une ligne, même si cette ligne est invisible. Par exemple, je joue du violoncelle, mais je pourrais aussi dessiner. Quand je dessine au crayon sur une feuille, je fais un mouvement avec ma main qui laisse une trace visible sur le papier. Quand je joue du violoncelle, je fais un mouvement avec mon archet et ça produit un son, une mélodie. Il y a donc une ligne mélodique. Vous ne pouvez pas voir cette ligne, mais vous pouvez l'entendre et finalement ça revient au même. J'ai grandi dans ce paysage et petite, j'allais faire ce qu'on appelle du rocher. C'est-à-dire j'allais courir sur les rochers. Je me sentais pas du tout vulnérable. J'y allais sans peur. Bon, il y avait des rochers doux, des rochers difficiles. Il y a des rochers qui se dérobent sous nos pas. Donc tout ça, on était habitués en fait à savoir que oui, je pouvais marcher sur des rochers. Oui, certains autres pouvaient bouger. Et on est dans un environnement où là, on a des rochers assez spectaculaires. Celle qui escaladait les rochers du Finistère quand elle était petite, c'est Emma Garneau. Elle est professeure d'art appliqué et elle est aussi dessinatrice. Elle traduit son paysage d'enfance en ligne et en forme, et pour ça, elle utilise aussi la rayure. Moi, ce qui m'interpelle, c'est en tout cas la variété de formes, et puis c'est peut-être certainement ce qui me parle le plus, puisque cet hiver, les choses se sont imbriquées un peu comme un puzzle, et je me suis dit qu'en fait, c'était mes formes, en fait, je les voyais depuis que j'étais toute petite, et qu'elles étaient devant moi, et que je n'avais plus qu'à justement à relier ce graphisme que j'avais élaboré à ce sujet qui me tenait énormément à cœur. Donc, mon travail, il commence d'abord par la photographie. Et donc, ce travail, il commence au cadrage, puisque je choisis donc les roches que j'ai envie de dessiner. Je me balade à nouveau dessus, comme quand j'étais petite.
Alors, donc je démarre donc au crayon papier, puisque c'est un dessin au crayon papier, voilà, l'évolution. Alors ça, c'est le premier dessin, voilà le premier jet. Et après, je retravaille donc les formes pour qu'elles deviennent de plus en plus fidèles au paysage que je suis en train de dessiner. Ensuite, je passe les contours des rochers au Rotring. Et ensuite, je remplis les formes. Sur certains dessins, je remplis toutes les formes avec une rayure assez régulière, assez resserrée, et avec une orientation de traits différente en fonction des parties du rocher pour justement redonner un peu de volume. Donc on a cette rayure qui est quand même la base de cette série en fait. Un jour, en me promenant pour chercher du tissu, j'ai remarqué, alors qu'évidemment ça existait depuis toujours, un tissu rayé qui ressemblait beaucoup à ce que j'essayais de faire et que je n'arrivais pas à faire. Daniel Buren sur RFI en 2002. Je me suis servi directement de ce tissu comme fond et j'ai continué le travail que je faisais à l'époque, c'est-à-dire de faire un travail entre le fond et la forme et d'inscrire ces formes sur ce fond rayé mais qui était donné. Voilà comment ça a commencé. Moi, j'aime beaucoup le travail d'Agnès Martin. Je trouve que son travail est extrêmement sensible et justement, je trouvais ça extraordinaire de pouvoir passer sa vie à réaliser ces rayures très géométriques sur des tout petits formats. Et là, en fait, je me suis aperçue qu'avec un élément aussi minimaliste que la rayure, on avait des possibilités infinies de représentation, de rythme, de nuances, etc. Puis bon, il y a eu un autre moment assez important sur cette approche de la ligne qui est donc Miro, qui dans un documentaire raconte qu'il a une ligne à tracer qui va traverser tout son format qui est assez grand de sa toile. Et il explique combien de fois il recommence cette ligne. Et alors nous, quand on voit cette ligne, c'est pas du tout une ligne rectiligne, c'est une ligne qui est assez irrégulière. Et j'ai été impressionnée de son insatisfaction. Parce que moi, tout me plaisait dans ce qu'il faisait. En fait, dans l'absolu, je trouvais ça parfait. Mais, et lui, il disait non, ça ne va pas. C'était de la sensibilité, en fait, tout simplement. J'ai trouvé ça tellement émouvant par rapport à cette petite ligne très fine qui traverse un format énorme. Et donc là, je me suis dit qu'effectivement, cette ligne, elle peut être, elle peut être la ligne de Miro, elle peut être la ligne d'Agnès Martin, elle peut aussi être la mienne. Vous qui n'aimez pas les habitudes, Daniel Buren, vous qui dites, il fallait les casser, ces habitudes, et en ça, casser les frontières et casser les limites, et vos rayures, c'est pas une habitude? Ça ne devient pas, à un moment donné, une habitude? Ça pourrait tout à fait. D'ailleurs, il ne faudrait pas croire que je sais d'avance, en faisant un travail, que je vais mettre ces fameuses rayures dans ce travail. Daniel Buren, en 1996, sur France Culture. C'est très très souvent une question et même une chose qui n'est pas résolue à l'avance. Et il y a deux solutions à ce moment-là, c'est de ne pas les mettre ou de s'apercevoir qu'on ne peut pas les mettre étant donné, disons, le contexte, et à ce moment-là, d'arrêter de faire le travail en question, en tout cas dans ce moment précis. Est-ce que à la Renaissance, on pense ou on écrit sur l'idée de la ligne? Est-ce qu'on parle de la ligne? Est-ce que c'est une notion qui est importante, une notion qui a une place? On parle de la ligne de contour, c'est-à-dire de la ligne qui définit, qui contourne, c'est-à-dire la ligne qui détache, la ligne qui sépare les choses, la ligne qui construit l'espace, la ligne qui construit la perspective. La géométrie qui permet de créer la profondeur de l'image, l'illusion. Donc oui, on parle de la ligne en tant que forme. Peut-être l'un des seuls auteurs, artistes à avoir réfléchi à cette ligne plus ouverte est Léonard de Vinci,
dans ce qu'il a pu écrire autour de la question du componimento in culto, donc de cette composition en culte, c'est-à-dire qu'il parle d'une ligne qui est laissée libre de s'exprimer, libre surtout de raturer. Alors ça, c'est très intéressant parce que Léonard introduit dans le discours sur la ligne la rature. Et la rature devient un moyen d'expression. La ligne raturante, c'est-à-dire la ligne qui revient sur elle-même, qui itère, qui oblitère, mais qui est une ligne de repentir, devient un instrument de travail de l'artiste pour aller chercher, pour aller faire sortir un certain nombre d'images qui sont latentes, un certain nombre d'images qui sont flottantes dans l'esprit ou qui sont, je dirais, des images enfouies dans la main, dans le corps. Évidemment, quand on commence à raturer quelque chose, c'est comme un brouillon de papier, on rature, et puis à un certain moment, la page est complètement couverte de lignes, on ne voit plus rien. Et c'était justement à ce moment où, dans ce recouvrement de lignes, que là, tout d'un coup, la forme émerge. Donc là, il y a une révolution dans le système de pensée de la ligne, qui n'est pas la ligne qui définit, c'est plutôt une façon vraiment de concevoir complètement, de manière différente, la pratique du dessin. Léonard compare le componimento in culto à ces suggestions visuelles que peuvent fournir les images sur les murs, ces taches d'humidité sur les murs délabrés, usés par le temps et les intempéries. Ce côté informe, indéterminé, des taches qui néanmoins peuvent suggérer des formes en devenir, une voie pour faire surgir par exemple des idées pour des belles compositions de bataille. Celle qui vient de parler là, c'est Diane Baudard. Elle est historienne de l'art et elle est l'autre commissaire de l'exposition Gribouillage qui a eu lieu à la Villa Médicis en 2022. Alors là, on est vraiment un peu dans le cœur de l'exposition, dans cette section qui s'appelle le componimento in culto et qui nous raconte une façon de pratiquer le dessin qui renverse ce que l'on pensait, ce que l'on décrivait être le dessin à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, on est dans un moment où le dessin doit être la projection d'une idée et donc aller de plus en plus proche à ce que l'on a dans l'esprit. Donc un dessin qui est une ligne de contour qui essaye de définir une forme, de la délimiter. Et devant ce dessin de Stefano Della Bella, cette étude d'un jeune homme saisi par la mort, ce que l'on voit, c'est une sorte de chaos de lignes, une pelote de lignes, et au sein de cette pelote de lignes tracée à la plume, à l'encre brun, il y a cette figure d'un homme, on aurait quasiment envie de voir une sorte de Christ, avec cette main levée, avec ce cri, et l'écho de ce cri, c'est comme prolongé par toute cette série de lignes tout autour, qui sont des lignes extrêmement informes, extrêmement libres, qui créent une sorte de spirale, et donc qui donnent un mouvement, une sorte de mouvement cinétique à toute la figure. Et de cette pelote, de cette spirale de lignes, on arrive à voir dans cette tache de lignes à l'arrière-plan deux sortes de squelettes qui sont vraiment une sorte des crânes, voilà, de cette idée que la mort, c'est vraiment la mort qui saisit, qui prend comme dans un filet la figure du Christ. Mais ce qui est vraiment intéressant là, c'est qu'on est en train de faire en sorte d'avoir au sein même de la pratique du dessin et d'un dessin qui, par exemple, pour la figure de ce jeune homme, est un dessin de contour, c'est un dessin qui définit l'anatomie de manière assez précise. Au sein de ce même dessin, il y a toute une profusion de lignes qui sont là complètement détachées de la figuration. C'est vraiment des lignes abstraites. Et on a vraiment l'impression que la main se fait une sorte de sismographe, d'une sorte de toute une série de mouvements, et que d'elle-même, elle fait émerger cette figure de la mort. Et puis, dans les parties plus marginales, la ligne devient de plus en plus abstraite. Elle se défait, elle se délite de plus en plus. Et c'est quelque chose que dans ces dessins de la Renaissance, on le trouve, c'est comme si c'était une ligne électrisée qui a un vécu qui lui est propre. Donc il y a aussi cette idée que la ligne dans ces dessins, c'est encore une ligne en dévenir, c'est pas une ligne qui est arrêtée dans une figuration. Donc on a l'impression que la figure bientôt sera couverte par cette mort, par cette ombre de cette pelote, et donc sera en fait saisie dans l'obscurité de la tâche. En fait, cette idée du componimento in culto de Léonard connaîtra davantage de fortune dans la pratique des ateliers que dans les traités artistiques de son époque. Et par exemple, ce qui est tout à fait fascinant, c'est de voir comment
les réflectographies infrarouges de certains tableaux d'élèves de Raphaël, et je pense ici aux esquisses peintes de Polidoro da Caravaggio, ont pu révéler une mise en pratique vraiment du componimento inculto. Il y a 3 esquisses de cet ordre qui ont été réalisées par Polidoro da Caravaggio, aujourd'hui conservées au musée de Capodimonte et révélées aux examens infrarouges, non pas des contours de la composition qui devait ensuite être peinte, mais tout un gribouillage de lignes qui couvre toute la surface du panneau et au milieu duquel on voit surgir des figures embryonnaires qui sont celles ensuite de la composition. Ce type de manière de dessiner, qui est dans un continuum, c'est-à-dire dans cette idée de jamais s'arrêter, de dessiner avec une ligne ouverte, qui essaye la page et qui donne lieu à des figures, qui fait naître des figures par la pratique de dessin, c'est quelque chose qui, en fait, finalement, irrigue toute la pratique de dessin contemporain. Et du coup, on voit bien comment déjà chez Léonard, on avait cette idée. Et quand on retrouve ce plaisir de la ligne, ces dessins extrêmement comme des nuages de lignes, comme des pelotes, des dessins en pelote, chez des artistes tels que Stefano della Bella, Michel-Ange, Fra Bartolomeo, donc des grands maîtres. Donc nous connaissons les dessins plus parfaits, mais très rarement on regarde ce type de dessin. Et nous les comparons à des dessins, par exemple, de Michaud, à des dessins d'artistes de l'abstraction lyrique tels que Vols. À ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose en fait, qui fait que ces dessins s'activent mutuellement, qu'on les regarde différemment par le fait de les mettre les uns à côté des autres, et qu'en regardant ces dessins, on se perd à regarder un processus. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de regarder le dessin en tant que tel, l'image, mais on est en train de regarder de manière quasiment cinétique le parcours de la main. On voit en fait là où la main s'appuie, là la main elle s'arrête, là la main presse le papier, là où elle je sais pas comment dire, elle glisse plus librement. Le gribouillage fait qu'on prête attention à cette dimension qui est la dimension matérielle du geste, qui est la trace du geste. Dans la pratique du dessin et dans ce qu'il écrit, Léonard parle vraiment de l'importance d'emmagasiner tout un répertoire de formes dans la mémoire, qui part de ses observations directes lorsqu'il se promène dans les rues. Il a ces petits taccuini, ces petits carnets de notes où il note un visage ou un trait physionomique pour s'aider à vraiment à mémoriser différents traits physionomiques qui pourront lui servir plus tard pour faire surgir des figures, pour faire surgir des compositions. Donc il y a vraiment l'idée d'un travail de mémoire qui ressurgit, mémoire qui des fois peut être aussi la mémoire de la main, c'est là vraiment la figure que l'on fait de façon automatique, presque sans y penser. C'est pour ça, par exemple, que depuis que je dessine, j'ai toujours un carnet sur ma table. Jochen Gerner. Où je me mets à dessiner quand je suis au téléphone parce qu'il y a cette idée-là de dessiner en n'étant pas là, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis avec le correspondant. J'essaye de visualiser mon correspondant que je connais ou que je ne connais pas. Et en même temps, je dessine sans m'en rendre compte et je ne sais pas précisément ce que je dessine. Et je dessine avec l'outil que j'avais quand le téléphone avait sonné. Et donc, les pages, au fur et à mesure des semaines, des mois, se développent ainsi pour donner une sorte de catalogue d'écriture, des paysages intérieurs complètement fous. Alors, c'est-à-dire que c'est à la fois mon travail le plus personnel et en même temps celui que je contrôle le moins, paradoxalement. Donc ça, c'est mon carnet de dessin fait au téléphone. Et voilà, il y a de la peinture parfois parce que j'étais en train de peindre à un moment donné. Mais une page, donc c'est une petite page de 17 par 20 cm à peu près, je ne sais pas. Et ça correspond à 3 mois de conversation téléphonique. Donc c'est quelque chose de très très lent. Peut-être vous nous décrire un peu ce qu'il y a sur cette page, un peu précisément pour les auditeurs. Sur cette page, il y a différentes choses écrites avec différents petits dessins, avec différentes techniques, aussi bien au stylo bille, au trait noir, à l'encre de Chine, au feutre.
voilà, il y a un chien. Je pense que là, il y a des chiens faits au stylo bi, très longs et très, très bas. Mais ça correspond aussi à une série que je fais parallèlement sur les chiens. Donc c'est pour ça que tout d'un coup, il y a à nouveau des chiens là. Il y a aussi des ponctuations, comme des petites notes de musique. Un personnage en trame qui s'en va en fumant. Un personnage avec un habit de feuilles. Je me suis rendu compte que ce travail-là, justement, permettait de développer des formes. Et souvent, c'était de l'ordre du végétal, du petit bois, de la menuiserie, et parce que c'est proche du trait, et puis il y a beaucoup de tuyaux aussi. J'avais l'impression que je voulais être en lien avec la personne que je ne voyais pas. Donc il y a beaucoup de lignes qui relient donc justement une personne à une autre, un tuyau, comme quelque chose qu'on met contre son oreille pour entendre la conversation. C'est des choses comme ça qui superposent. Conversation qui se développe avec ces formes de buissons, de branchages. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la croissance, en fait. Puis c'est aussi une sorte de petit carré de plantes, en fait. C'est-à-dire où je plante des choses et je ne sais pas comment ça va germer, comment ça va croître et pousser. D'ailleurs, un des précédents carnets de dessin téléphonique s'appelait branchage. Voilà, il y a différentes choses. Il y a des oiseaux que je peux voir par la fenêtre. Donc je mets une hirondelle rustique, 2 faucons pèlerins, 4 hérons cendrés. Vous vous sentez proche du dessin automatique dans ces moments-là ? Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression. C'est très proche de ça. J'avais retrouvé un texte d'André Breton qui évoquait justement ce procédé de l'écriture automatique et je m'étais retrouvé assez proche de ça. C'est intéressant d'avoir des contraintes comme ça ou de laisser complètement parler justement l'inconscient, quoi. Parfois, j'ai essayé de dessiner dedans sans être au téléphone et ça n'allait pas du tout. On voyait que c'était quelque chose qui était pas de moi, en fait. Je ne m'abstiens pas, en passant, de faire justice de l'accusation de paresse qui est portée périodiquement contre qui s'adonne ou s'est adonné avec plus ou moins de persévérance à l'écriture automatique ou à toute autre forme d'activité du même genre. André Breton, en 1952, sur la RTF. Pour que cette écriture soit véritablement automatique, il faut en effet que l'esprit ait réussi à se placer dans des conditions de détachement par rapport aux sollicitations du monde extérieur, aussi bien que par rapport aux préoccupations individuelles d'ordre utilitaire, sentimental, etc. Il me paraît incomparablement plus simple de satisfaire aux exigences de la pensée réfléchie que de mettre en disponibilité totale cette pensée de manière à ne plus avoir d'oreille que pour ce que dit la bouche d'ombre. I do not paint, I hit. I do not paint, I hit. I do not paint, I do not paint, I hit. I do not paint, I hit. I do not paint, I hit. Alors nous nous trouvons devant une feuille d'Henri Michaud, nous sommes dans les années 1950, lorsque le poète a commencé ses expériences mescaliniennes. Donc il prenait ses psychotropes de façon pratiquement clinique, avec tout un protocole rigidement déterminé. Et il faisait cela notamment pour atteindre les paysages intérieurs de l'être. Donc il recherchait cette expérience hallucinatoire, visionnaire, qui lui permettait d'arriver à des strates plus profonds de son inconscient. Et ces dessins dits mescaliniens sont réalisés après ces expériences, lorsqu'il s'attache à retracer de façon très précise ces états hallucinatoires. Alors ce qui nous fascinait totalement dans ces dessins, c'est justement comment, par ce processus, finalement Michaud parvient à recréer ce que Léonard décrit dans ses notes sur le componimento inculto, donc sur la composition inculte. Ce potentiel de la tâche est véritablement ici à l'œuvre dans la reconstruction d'Henri Michaud. Alors peut-être on peut commencer par décrire cette feuille qui semble recouverte d'une craie rouge. Et puis si on attend un peu, finissent par émerger quelques yeux, quelques bouches de cette espèce d'amas. Petit à petit, on voit émerger des visages potentiels, comme des têtes qui surgiraient d'une densité très, très profonde. On pense à l'imaginaire médiéval, presque des âmes du purgatoire surgissant du magma du purgatoire.
Dans quel état est-ce que vous êtes quand vous dessinez ? Je suis en apnée. Je me rends compte souvent que je ne respire plus quand je dessine. Comme si finalement je nageais et que quand je dessine, je suis sous l'eau. C'est-à-dire que je nage sous l'eau. Et souvent, c'est après avoir dessiné, hop, que j'ai l'impression de reprendre mon souffle. Et souvent d'ailleurs, quand on m'appelle, on me dit « Ah, excuse-moi, tu t'as couru ?» Et je dis « Non, en fait, j'étais en train de dessiner. » Et c'est parce que je ne me rends pas compte que j'ai cette expérience-là. Ça ne me gêne pas, hein. Évidemment, je respire aussi, je pense, pendant que je dessine, bien sûr. Mais il y a quand même ce côté de retenir son souffle. J'ai besoin de caler mon souffle sur mon trait, d'être concentrée pour tenir mon trait jusqu'au bout. Emma Garneau. Et justement, cette respiration-là, parce que je vous ai expliqué au début que je dessinais le contour des rochers. Donc je dois arriver au bout de chaque contour sans trop le dépasser. Des fois, il y en a qui dépassent du trait de délimitation. Et donc tout ça, il faut absolument que ce soit maîtrisé d'un bout à l'autre. Mon geste, il doit être extrêmement précis. Même s'il est imparfait, parce que moi, je ne veux pas faire, je ne travaille pas au tire-ligne et je ne veux pas le faire. Donc en fait, c'est jamais rectiligne, ça paraît l'être, mais j'ai quand même la sensibilité du souffle qui apparaît dans mon trait, et ça me dérange pas du tout. Et je préfère ça parce que qu'un rendu ultra parfait, parce que ces roches, elles sont quand même vivantes, même si elles paraissent figées. Et j'ai envie aussi qu'on puisse voir qu'elles m'émeuvent, en fait. C'est un élément qui est vraiment touchant, en fait, quand on observe ce paysage. Le plaisir secret que donne une chanson. Dessin à la craie sur un mur de tesson. Et alors, si on la continue, cette fresque, elle irait dans quelle direction ? Là, tout de suite, c'est sûr que j'irai au bout du trottoir. Et ça vous arrive de vous laisser emporter et puis un peu de plus voir le temps passer ou... Oh là là, oui. Donc souvent, on me demande combien de temps ça t'a pris. C'est rare que je puisse le dire. Je suis quasiment en retard à tous mes rendez-vous. C'est simple. Jordan Saget. Parce qu'en fait, j'ai toujours mon matériel sur moi. Et donc très souvent, en fait, maintenant que j'ai moins de temps qu'avant, je continue à énormément travailler dans la rue, à dessiner dans la rue, et donc du coup, je travaille sur le chemin. Et il y a un état un peu, je sais pas, de transe ou d'hypnose, quelque chose de... Au bout d'un moment, oui. Après, c'est moi qui le décide. La présence au geste va faire que je vais rentrer ou non dans cet état. Quel état vous qualifiez comment, vous ? Un peu méditatif, ouais. Peut-être pas de transe, mais méditatif, ou... Oui, où je suis complètement, c'est-à-dire où il n'y a pas de frontière entre la ligne qui se tisse et le corps et l'esprit. Des fois, ça peut être aussi des refuges. Parce que la ville est parfois... quand on fait une fresque sur 2-3 heures, il y a des moments où on a besoin de se retrouver pour essayer de tenir sur la durée, parce qu'on a eu beaucoup de discussions, parce qu'il y a beaucoup de bruit, etc. Et ben là, je vais essayer de me mettre là-dedans. Donc c'est un peu une sorte, ça peut être une bulle. Ça peut se rapprocher de la danse aussi à des moments. C'est toute une histoire finalement qui commence quand j'étais plus jeune. J'avais cette envie de trouver une règle d'or en quelque sorte pour faire quelque chose de beau. Moi je savais pas dessiner, mais par contre j'étais bon en mathématiques et j'aimais bien les mathématiques et la géométrie. Et après, le temps a fait 10 ou 15 ans plus tard, à l'âge de mes 30 ans. J'ai eu un épisode difficile dans ma vie et j'ai eu un peu plus de temps pour m'y replonger dans cette quête-là. Et entre-temps, j'avais pratiqué du tai chi chuan. Et donc le jour où je reprends cette quête, je change complètement de paradigme. On oublie la ligne droite, on passe à la courbe. Et là, en quelques jours, la formule est tombée. C'était évident. 1, 2, 3 lignes. J'ai tenté la 4e, c'était trop. Je suis resté à 3 et depuis, je n'ai plus jamais effacé un dessin.
Alors bien entendu, il y a 10 ans, les lignes ne ressemblaient pas à ça. Ce qu'il a fallu derrière, c'est des années et des années de pratique. Faire, refaire, encore et encore. Le changement radical, c'est le double, enfin c'est les virages. C'est-à-dire que maintenant, quand on regarde un de mes dessins, on n'a jamais plus de 2 virages. Alors qu'avant, on pouvait avoir 3 virages à la suite. Et à un moment donné, il y a eu ce truc-là. Et ça, c'est la rue qui l'a amené. Il fallait très vite positionner ces lignes. Donc la meilleure façon de le faire, c'était de partir quasiment en diagonale, mais de monter le bras, de le descendre et de repartir vers le bas, en bas à droite. Et bien ça, finalement, si on est en raccord avec son corps, avec les articulations, ben ça va créer un S. Et la deuxième révolution, ça a été la boucle qu'on voit ici. Et cette boucle-là, qu'on revoit maintenant beaucoup plus souvent qu'avant, elle est venue de 2 ou 3 ans de recherche où je me suis posé la question de d'où venaient les lignes. Elles viennent d'où? Et elles s'arrêtent où? Et finalement, comme je suis quelqu'un de très angoissé, c'était aussi une question très personnelle sur la naissance, la mort, etc. Et donc j'ai cherché, je me suis dit, tiens, et si on arrivait à trouver une réponse à cette question-là à travers graphiquement? Peut-être que ça m'aiderait. Et donc maintenant, on la retrouve, cette boucle-là. On a cette idée que le gribouillis est puéril ou un peu simple d'une certaine façon, et que notre civilisation consiste à mettre les choses d'aplomb, à filer droit. Tim Ingold. Et en fait, ça fait partie depuis longtemps de la doctrine du progrès. Donc, si on veut remettre en question cette doctrine, ça veut dire qu'il faut revenir au gribouillis et le regarder autrement. Et on pourrait dire qu'une ligne qui se tortille et tourne dans tous les sens est peut-être une ligne distraite. Mais si elle est distraite, c'est justement parce qu'elle est attentive à ce qui se passe dans le monde. Si vous allez simplement d'un point A à un point B en ligne droite, vous progressez d'une chose à une autre. Mais vous ne faites attention à rien d'autre. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde. Et si vous regardez ce qui se passe autour de vous à chaque fois, vous allez par ici ou par là ou dans l'autre sens, eh bien le résultat c'est une ligne qui se tortille. Mais peut-être qu'on est arrivé au moment où on commence à comprendre que l'inconvénient du progrès est que nous n'avons pas prêté suffisamment d'attention au monde lui-même. Alors peut-être qu'on devrait réhabiliter le gribouillage. En vous lisant, on a l'impression que finalement, vous n'êtes pas vous n'aimez pas beaucoup la ligne droite. Vous êtes plutôt proche de la ligne courbe ou de l'entrelac, du gribouillage. I suppose I am. I suppose we have to have both. Oui, je suppose que oui, et je sais qu'on doit accepter les deux, mais c'est juste que j'ai de l'amitié pour la ligne ondulante et la courbe parce que je pense qu'elle a été maltraitée, on l'a dévaluée. C'est donc important de lui redonner sa place dans le monde et de reconnaître que les lignes n'ont pas l'obligation d'être droites. Mais d'ailleurs, quand les artistes utilisent les lignes droites, ce n'est pas dans une optique géométrique. Si on doit comparer, disons, un scientifique qui a fait une expérience et qui a produit des données qu'il reporte sur un graphique, alors il trace des points sur le graphique en fonction des données, puis il prend une règle et il relie les points avec des lignes droites. Ce n'est pas de cette manière qu'un artiste trace des lignes droites. Quand un artiste utilise cette ligne, comme Kandinsky par exemple, s'il trace une ligne droite, pour lui ce n'est pas juste un moyen de connecter des points. Pour lui, elle a une puissance en elle qui se dégage d'autant plus quand elle est à côté d'une ligne courbe. Et ça nous dit quelque chose sur les différentes forces et résonances du monde. Donc effectivement, toutes les lignes droites ne sont pas mauvaises. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de lignes dans vos dessins, des lignes courbes, des lignes droites. Lesquelles vous préférez? Moi, je préfère les lignes droites, bien sûr. Il y a quelque chose autour de la... J'aime bien dessiner les lignes courbes aussi, mais souvent dessiner des objets courbes, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'aimais pas trop faire.
Mais parce que c'est plus difficile effectivement de dessiner une moto en mouvement ou dessiner ce que j'ai dû faire dernièrement, un escalier à double rotation. Donc, ou même il y a des choses que j'aime pas du tout dessiner, comme les instruments à cordes, les violons, les violoncelles. Je sais pas, c'est quelque chose que j'arrive pas à... ou même les animaux mignons, les chatons, les choses comme ça, c'est quelque chose que j'ai plus de mal à dessiner. En fait, j'ai plus de rapport avec ce qui est plus dur, plus comme les minéraux, les rochers. Il y a plus presque de plaisir à dessiner ça, ou même les troncs, si on parle du végétal. J'ai dessiné beaucoup sur papier. Et à un moment donné, cette espèce de truc de me dire, il faut quand même à un moment donné, sors plus souvent de chez toi. Vous étiez enfermé ? Pas enfermé, mais disons que voilà, j'étais quelqu'un avec pas mal, et encore maintenant, j'ai encore pas mal d'angoisse. Je suis quelqu'un de plutôt angoissé, donc je me sentais mieux chez moi, quoi. Mais à un moment donné, il faut quand même sortir, essayer de prendre l'air, en quelque sorte. Et la plus grosse question pour moi, c'était de faire quoi ? Parce que j'habitais à Paris depuis des années, mais la vérité, c'est que je ne rencontre Paris qu'à partir de mes lignes, c'est-à-dire à l'âge de 35 ans. Et c'est là où l'idée de la craie est venue naturellement. Pas sûr de moi, je veux pas gêner les gens. La craie, au sol. Si c'est pas beau, ça s'efface. Si ça va pas faire peur aux personnes âgées, parce que j'avais une sorte de peur de déranger en fait. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et après j'ai dessiné, je sais pas, sur 2 ans, je faisais 10 fresques par jour. Et vous dessiniez sur le sol, sur les murs, la première fois, vous avez fait quoi ? La première fois, c'est sur le sol. Sur le sol, on ne veut pas déranger, on veut que... Voilà. Et après, sur le sol, mais après ça a été sur les murs. Mais ce qui est marrant, c'est que dans les premiers temps, en fait, quand j'ai rencontré des taggers vandales, donc c'est vraiment des taggers qui font les métros, etc., ils m'ont dit bravo, ils étaient parce que j'avais fait ce qu'ils appelaient du All City, ça veut dire dans toute la ville. Et donc, j'en ai tellement fait à différents endroits, parce que je marchais beaucoup, que certaines de mes fresques, je ne les ai revues qu'1 an et demi plus tard. Mais pour moi, ça devait être effacé, ça ne devait pas tenir. La craie ne devait pas tenir sur les murs. Et en fait, la vérité, c'est qu'elle tient sur les murs. Pour preuve, j'en ai une, la rue des Pélicans, elle a 4 ans et demi. Elle est encore là. Quand on lit votre livre, Tim Ingold, on a l'impression d'une vision assez écologique, en tout cas de penser la ligne, ou qui a un rapport avec l'écologie. Vous avez travaillé sur les chasseurs-cueilleurs de Laponie, les chasseurs de rennes. C'était un des points de départ de votre travail. Est-ce que c'est aussi en observant ces autres manières de vivre que vous avez pensé la ligne et le rapport de la ligne dans la nature ? Actually, that does have a parallel with what I learnt. Alors en fait, cela a un rapport avec ce que j'ai appris il y a longtemps en travaillant avec les Samis. Dans la région où je travaillais, par exemple, chaque personne avait son propre chemin dans la forêt. C'est un chemin qui part de leur quartier d'hiver et qui, en passant par les lacs où ils pêchent, les mène à leur quartier d'été, où ils gardent leurs filets et d'autres choses. Et comme ça, les gens se déplaçaient régulièrement le long de leur propre chemin. Et chaque chemin était connu sous le nom de la personne qui l'empruntait. Donc, tout le paysage, du point de vue des gens eux-mêmes, était cet enchevêtrement de chemins, et chaque chemin était une personne. Mais cela ne s'applique pas seulement aux gens, mais aussi aux rennes. Les rennes aussi ont leur propre chemin. Ils ont une très bonne mémoire et chaque année, ils retournent au même endroit pour donner naissance à leurs petits. Donc, encore une fois, que ce soit avec les humains ou avec les animaux les plus significatifs comme les rennes, le paysage est un enchevêtrement de passages et de mouvements qui se voit dans le paysage lui-même. Baladez-vous, boulevard de la Chapelle. Là, j'y habite. C'est bien, moi j'habite à côté, j'habite au côté du Faubourg Saint-Denis pour tout vous dire. Donc je connais un peu le quartier aussi, quoi. Non, depuis longtemps d'ailleurs. Bon, quand on voit aujourd'hui
Mais enfin, quoi, c'est un désastre. Plus personne ne voit rien. C'est pour ça qu'à un moment donné, on est excédé, quoi. Ah, je suis désolé, ça tombe sur vous, et vous êtes en plus avec de la craie. Mais l'important, c'est qu'on puisse discuter et qu'on puisse en parler. Non, mais tout à fait, mais moi je suis un homme de débat, moi. Je suis un homme de débat et de la contradiction. Voilà. Et que je n'ai pas regardé si c'était de la craie ou pas de la craie. D'accord? J'ai regardé qu'il y avait des choses qui étaient en train de se faire. Et on vous voit. Et je vous vois, en tout cas. Je vous vois, je traverse. Je traverse. Vous savez, moi, ça me dérange vraiment pas de discuter justement là. Et la rue, pour le coup, c'est pour ça que j'y travaille. Je dessine dans la rue pour avoir des moments aussi de débat, de discussion. Et, donc, mais voilà, non, mais tant qu'on est dans l'éphémère et tout ça, tant qu'on est dans l'amusement, dans l'amusement, on s'amuse. Et à la limite, on peut prendre du plaisir à regarder ce que vous faites. Vous voyez? Oui, à la limite, oui. Oui, parce qu'il y a trop. Donc là, on est allé à la limite dans l'esthétique, dans le truc, dans quelque chose qui peut être agréable pendant quelques temps. Est-ce que vous trouvez que ça peut rappeler l'Art Nouveau un peu? L'Art Nouveau? Faudrait que vous... Oui, peut-être, oui. Peut-être, oui. Effectivement. Non, mais effectivement. Tout à l'heure, je trouvais que ça fonctionnait bien avec Paris parce qu'il y avait un rappel de l'Art Nouveau qu'on peut retrouver sur... Oui, effectivement, là, vous le dites, oui. Donc, du coup, je prête attention après mon moment d'égarement, là. Bon, en tout cas, je vous laisse continuer. Merci. On va pas y passer l'après-midi, quand même. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est lourd.